Passons maintenant au clou de cette soirée, la démonstration de la machinerie à vapeur ou gaz ce soir du Winkelried. Et je passe immédiatement la parole à Stéphane Fischer. Bonsoir tout le monde. Donc je vous parlerai de la maquette qui est ici. Je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Et je m'excuse déjà quand je la ferai marcher, parce qu'évidemment elle est créée 2 ans après que le bateau Winkelried a été lancé. On suppose que c'est une maquette réplique de ce bateau, du bateau de la machine à vapeur du Winkelried. On n'en est pas tout à fait sûr. Il y a en tout cas une inscription ici sur le devant de la machine où c'est marqué, elle a été faite par un monsieur Jouvet, il était fabricant de boîtes de laiton à l'époque à Genève, et il a fait cette machine sur les plans du lieutenant-colonel Dufour, c'est marqué en tout cas. Et je parlais à Marc tout à l'heure, on ne sait pas où sont passés les plans du général Dufour, il doit probablement exister quelque part. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui comme information sur cette machine. Alors on suppose qu'effectivement c'est une espèce de réplique de la machine à vapeur du Winkelried. Elle est possible, je vous en parler encore un peu plus tout à l'heure, donc je voulais m'excuser déjà auparavant, parce que je vais la faire marcher, mais le problème c'est qu'on ne peut pas la faire marcher à vapeur, il faudra déjà une chaudière que je n'ai pas, c'est un peu le problème, et puis il y a des joints qui ne sont pas non plus très étanches, donc on va se contenter de la faire marcher à l'air comprimé, mais quand il y a de l'air comprimé, il y a un compresseur. Et un compresseur, c'est terriblement bruyant. Donc voilà, je vais la faire marcher un petit moment avec le reste du compresseur, puis quand le compresseur va commencer à respirer, il va reprendre de l'air, voilà, il ne va pas être content du tout, il va faire vibrer toute la pièce. Et voilà. Bon, je reviendrai sur cette machine tout à l'heure, juste pour aussi vous montrer que c'était vraiment une machine, elle équipait tous les bateaux vapeur à roue à aube, pas seulement sur le lac, sur les mers pendant longtemps aussi. C'était vraiment le type de machines qui ont équipé quasiment tous ces bateaux jusque dans les années 1830-1840. Et inspiré fortement, vous l'avez vu, cette machine, la machine à vapeur de Watt, qu'on a vu tout à l'heure. Alors juste, je vais vous en parler maintenant, les analogies. Donc, il faut quand même se rappeler des buts quand on a une machine à vapeur. Je ne vais pas faire très long, je ne vais pas faire une théorie, je ne suis pas du tout mécanicien non plus, mais la partie fondamentale dans une machine à vapeur, c'est ça, c'est le piston-cylindre. C'est tout là, tout se joue à partir de ce piston-cylindre. Hein. Et on a un piston-cylindre, et normalement, comme on alimente le piston-cylindre, il y a plusieurs moyens, il y a l'essence aujourd'hui, il y a le pétrole, il y a le diesel, tout ce qu'on veut, mais à l'époque, c'était la vapeur. Et la grande invention de James Watt, c'est d'avoir conçu une machine super fonctionnelle qui marchait, celle-là, à très très basse pression. Donc elle marchait quasiment à la pression atmosphérique, légèrement plus, donc ça impliquait que vous pouvez chauffer relativement facilement. Et puis l'eau, ben, elle passait, la vapeur arrivait ici dans ce tuyau, puis elle passait ici respectivement le piston. Bon, on voit bien sûr pas le piston qui est à l'intérieur, mais la vapeur passait une fois en dessus, une fois en dessous. Et il n'y a pas seulement la vapeur qui passait aussi, qui est la pièce qui est fondamentale que James Watt a vraiment super bien développée, c'est à l'intérieur on ne voit pas, il y a un condenseur. Et on injecte au fait, avec un deuxième piston qui est ici, de l'eau froide dans ce condenseur, et c'est au fait cette eau froide qui va condenser la vapeur quand elle a passé soit en haut, soit en bas du cylindre. Et c'est un phénomène physique tout bête, quand vous condensez de la vapeur, ça crée du vide. Et au fait, l'action se fait à la fois en haut et en bas du cylindre, et c'est à la fois la vapeur qui pousse, mais pas forcément. Mais c'est surtout le vide créé par le froid, l'eau qui condense la vapeur, qui fait descendre pour remonter le piston. Et c'est comme ça que ça marche, cette machine, ça s'appelle une machine à basse pression, une machine atmosphérique d'ailleurs, on l'appelait comme ça. Et puis justement, elle a équipé tous ces bateaux-là, pendant longtemps, ils marchaient avec ce genre de machine. Et Didier, il a parlé avant de ces machines qui explosaient dans les années, je ne sais plus quel bateau qui a explosé devant Lausanne, là. Mont-Blanc. Voilà, qui n'avait pas du tout une machine comme ça, parce que ce genre de machine, il avait déjà une machine comme ça, une machine beaucoup plus sophistiquée. Donc après donc, les années 1840, 1850, ces machines ont été abandonnées parce que très très gourmandes en énergie. Donc il fallait beaucoup de charbon, étonnamment, paradoxalement, même si c'était chauffé très peu, il fallait beaucoup de charbon pour faire fonctionner ce genre de machine. Et puis après, en tout cas sur le lac, quand les roues à eau ont perduré, parce qu'après sur les traversées transatlantiques, c'est notre histoire, on a remplacé ça par, je vous montrerai quelques images tout à l'heure, par des moteurs qu'on appelle compound, à 2 cylindres, en petit cylindre pour la vapeur à haute pression, et puis en cylindre un peu plus gros pour la vapeur à basse pression, ce qui fait qu'on on décompressait 2 fois la vapeur produite par la chaudière pour faire marcher la machine, beaucoup plus économique, mais
vous aviez une chaudière qui était cette fois-ci pas chauffée précisément comme une cocotte minute que vous avez chez vous à 1 ou 2 atmosphères, mais à 6, 7, voire 8. Donc c'était une vraie bombe, enfin une erreur là-dedans, puis ça explosait. Donc voilà. Donc ça, machine très simple. Donc je vous ai dit le piston cylindre, et puis la grande invention de James Watt qui sera reprise dans ce genre de bateau, justement, c'est ce truc ici, ça s'appelle le balancier. Voilà. Donc vous faites marcher cette machine, le piston cylindre remonte, et qu'est-ce que vous voulez avec cette machine? Vous avez un piston cylindre qui est en mouvement vertical, de haut en bas. Ça, ma foi, un piston cylindre, vous pouvez lui faire autre chose. Hein. Mais tout l'art de la machine à vapeur de Watt, et ce qui était vraiment très très fort à cette époque, c'est de transformer un mouvement linéaire en un mouvement rotatif. Donc sur la machine de Watt, ici, ça c'est simplement le volant d'entraînement. Ce mouvement rotatif, ici on ne le voit pas très bien sur la machine, mais je peux la tourner un petit peu, il y avait des courroies qui se fixaient. Et une machine à vapeur, pour une machine à vapeur, ça ne sert à rien. Enfin, ça fait juste marcher quelque chose, vous faites tourner quelque chose. Mais si vous mettez une courroie ici, et qu'après vous branchez par exemple une scie, un pilon ou n'importe quelle autre machine, vous avez une source d'énergie primaire. Ça, en fait, après, ça a été remplacé par des moteurs électriques. Moteur à pétrole, n'importe quoi. Voilà. Au début, c'était ça. Au fait, vous branchez quelque chose et vous faisiez fonctionner une autre machine grâce à cette machine. Vous avez donc une source d'énergie super importante. Donc, comment a été transformé ce mouvement? Il y avait deux choses importantes. Ça, c'est ce grand balancier, qui est typique des machines de Watt, qui existait déjà dans les premières machines à vapeur, mais qui servait plus à stabiliser la machine. Vous avez ici une pièce super importante, ça s'appelle le parallélogramme. Vous voyez cette espèce de truc qui se déforme et qui se reforme. C'est qui permet ce mouvement vertical. Et ici en bas, vous arrivez, ici c'est deux roues qui engrainent les unes sur les autres, une espèce de système de bielle manivelle qui est solidaire de la roue. Ça c'est le grand volant d'inertie. Et après, connecté ici à quelque chose, vous pouvez tourner la machine et là vous obtenez un mouvement circulaire. Tout l'air de la machine est là. Après, on a vu sur le film, et ça, je ne vais pas vous faire tourner ce volant très vite parce que c'est un petit peu dangereux, il y avait d'autres améliorations apportées par Watt, un truc formidable, c'est ce régulateur à boules. C'est-à-dire quand la machine tournait trop vite, les deux boules commençaient à s'écarter l'une de l'autre, et puis elles agissaient dans une espèce de rétroaction sur l'entrée de la vapeur qui était ici, et ça diminuait l'entrée. Et après, quand la machine freinait, les régulateurs diminuaient, et puis ça stabilisait, l'ouverture de vapeur augmentait de nouveau. Voilà, une machine vraiment super basique, mais tellement importante. Et ça, c'est vraiment la machine type de Watt. Sur le film qu'a montré Marc tout à l'heure, le film du Canadien, il manquait juste la partie ici, c'était cette espèce de cylindre, le piston qui amenait l'eau de condensation, qui était super important dans la machine de Watt. C'est vraiment là, ce condenseur qui fait que la machine de Watt marchait bien. Alors ici, sur la machine du Winkelried, c'est exactement la même chose. Hein. Alors, pour des raisons de place, c'est sur un bateau, on n'a pas beaucoup de place et qu'on n'aime pas beaucoup déplacer les choses en hauteur parce que c'est une histoire de stabilité de bateau aussi. Hein. On préfère mettre les choses lourdes au fond. Le balancier qui est ici en haut, il est ici sur les côtés, vous le voyez là. Ça et ça, c'est le balancier. Le piston principal est ici, l'entrée de vapeur est ici. Et puis après, vous avez ici, ça c'est simplement où l'eau condense. Ça c'est le piston cylindre de l'arrivée d'eau pour condenser la vapeur. Et vous faites l'eau rentre là-dedans. Et puis le mouvement ici, on le verra après, le mouvement vertical du piston, il est transformé, enfin il est transféré par le balancier qui est ici. Le parallèle axe articulé, il est ici, il existe toujours. Et puis c'est ici, cette espèce de vilebrequin, bielle manivelle, c'est ce qui va transformer ce mouvement vertical du piston en mouvement horizontal. Puis là, vous auriez pu connecter deux pales de machine à vapeur, de roues à eau, mais vous aviez aussi un moteur à vapeur, c'est exactement le même principe. Voilà. Ça c'était pour le principe général. Alors j'ai juste vous parler de l'autre machine qui était très intéressante, et là je n'ai pas retrouvé le... Bon, ça c'est le départ du hôtel de la RAC de Genève. Alors ça c'est intéressant, on en a parlé tout au début. Jean Cassegneux dans sa communication, dans son message oral là, et visuel, il a parlé de Pictet
qui avait participé au lancement du premier bateau à vapeur qui s'appelait le Guillaume Tell, et il a fait un dessin aussi. C'était George qui a fait le dessin, l'américain qui a financé l'opération. Mais en tout cas, c'est un dessin très intéressant, et au fait, tout ce qu'on lit sur le développement de la machine à vapeur, enfin des bateaux à vapeur sous l'élément, on dit que les 5 premiers bateaux ont toujours été équipés de la même machine. Et on dit notamment, regardez sur le plan de Pictet, c'est exactement ça. Au fait, quand on regarde le plan de Pictet et on regarde cette machine-là, bon, déjà il est très compliqué à regarder, je suis d'accord, mais on voit absolument aucun balancier. Vu de dessus, et effectivement, on ne voit pas de balancier, on voit simplement des espèces d'ici de grands engrenages ici, c'est des roues dentées qui sont depuis en haut, mais on ne voit pas le balancier caractéristique de ce type de machine. Alors, en cherchant un tout petit peu, en fait, il se trouve que, et c'est étonnant parce que Church était américain, c'est le promoteur du bateau, le premier bateau, et il avait déjà l'inspiration du bateau américain qui naviguait, le premier qui s'appelait le Clermont qui naviguait donc sur la rivière Hudson ou le fleuve Hudson aux États-Unis, qui a été équipé d'une machine comme ça, mais en fait, on se trouve que ce bateau-là, le Comet, c'est un bateau qui a été lancé en 1812 sur les côtes écossaises, puis naviguait dans les estuaires et dans les rivières par là-bas, et il avait une machine, vous voyez la ligne, un peu similaire, pas tout à fait, mais le principe, en gros, c'était ça. Si on voit les plans de Pictet, en fait, il y avait un énorme cylindre sur la machine, cylindre, et puis la tige du cylindre remontait ici, et puis quand le cylindre marchait, ça faisait tourner la roue dentée par un système aussi de bielle manivelle, et puis après, ça revenait sur la roue à roue. Peut-être juste une précision, les Anglais donc, ont développé ces systèmes sans balancier. Les Américains, jusqu'à bateaux à vapeur moderne, j'étais à Toronto quelques semaines, il y a encore un traversier à Toronto avec une machine à balancier. Les machines à balancier en Amérique du Nord sont restées beaucoup plus populaires qu'en Europe. En Europe, on a en effet abaissé le centre de gravité du bateau. Il y a même sur les bateaux du Mississippi, si je dis une erreur, les balanciers étaient même, les bateaux du Mississippi, on les voit souvent avec des grosses constructions derrière. En fait, le balancier, il le mettait même en haut. Il est toujours en haut. Il le mettait pas dessous, il le mettait dessus. C'est la différence. Mais évidemment, en mer, après, c'est pas très stable, et puis ça n'a pas beaucoup d'avenir. Voilà, donc ça, c'était une coupe de ce moteur. À quoi aurait pu ressembler un petit peu le Guillaume Tell, un petit peu moins sophistiqué. Donc, deux moteurs ici, le piston qui monte, et engraine une roue qui engraine sur la roue à roue. Et là, il y a un petit film s'il marche, c'est super intéressant. Ils ont refait ce bateau en fait à couler, ils ont ressorti la machine de l'eau, et ils ont fait une super petite animation qui montre vraiment comment ça marchait cette machine. Elle est assez impressionnante. On voit donc un seul cylindre, un seul piston, une tige qui monte par-dessus, et il engraine deux roues à eau sur la simulation est absolument exceptionnelle. Je trouve la qualité est top ici.
Ensuite, voilà, donc Winkel Reed, deuxième bateau, effectivement, on a peut-être ici la machine, on n'a aucun plan, à part ça, par ma connaissance, je ne sais pas si individuellement vous avez des plans de la machine, assez peu les plans de la machine en général de ces bateaux. On parlait souvent du pont, de la qualité du pont, de la longueur des choses, mètre beau, des longueurs, largeur et tout, mais peu de choses sur la machine. Ça, c'est le premier, ce bateau, le fameux Clermont, le premier bateau à vapeur à usage commercial qui a navigué aux États-Unis. Et la petite histoire aussi, quand le premier voyage, il n'y a absolument personne qui n'a osé aller sur ce bateau. Voilà. Personne n'a osé y aller. Donc, il a navigué à vide pendant 2-3 fois, avant que les gens osent commencer à monter à bord. Schéma de la machine qui est un peu similaire à ça. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire en général, c'est que ce genre de construction ne pouvait juste pas marcher sur un bateau, parce que ce système de vilebrequin, de bielle manivelle, il y a une espèce de point mort qui est super marqué. Bon, je ferai marcher la machine après, vous verrez, ça va être chaque fois, il y a une espèce de temps mort. Il fallait en général équiper, il y avait toujours 2 machines sur ce genre de bateau. Et puis, la bielle manivelle, si elle était positionnée comme ça sur un moteur, sur un des 2 machines, sur l'autre, elle était disposée à angle droit. Comme ça, on évitait les points morts, puis on avait un mouvement beaucoup plus régulier des mouvements des roues à haut. Voilà un peu le système. On peut voir dans ces anciens bouquins où il parle de ces techniques, hein, la lampe balancier, exactement similaire à ça. Encore, voilà, c'est la même chose, on peut en parler plus. Petit schéma de fonctionnement, voilà comment ça marche. Hein. Piston cylindre, la tige. Ici, et là en haut, la transformation du mouvement linéaire en mouvement circulaire, et la roue à haut qui est très belle illumination, ça aussi. Et puis sur un bateau absolument lancé à peu près aux mêmes années que le Winkel Reed. Voilà, après, donc, on passe un peu dans les années 40-50, on a parlé de ces machines compound. Là, en tout cas, sur les lacs et en mer, ça s'est fait beaucoup plus tôt. Parce que les roues à eau, en fait, ils sont très bien rendus compte que sur les mers, les roues à eau, c'est des sacrés freins à la navigation. Quand vous avez le vent qui vous pousse là-bas, mais vous prenez des vagues de travers, ça fait un obstacle terrible pour un bateau, les roues à eau. Donc c'était vraiment pas encore le modèle le plus abouti. Ils ont mis après des moteurs beaucoup plus puissants, et ça c'est justement ce type de moteurs compound qui ont été développés dans les années 50. Donc c'est facile à vapeur à haute pression, double détente, premier cylindre, deuxième cylindre, en fait, et puis des rendements bien sûr supérieurs et beaucoup plus économiques. Voilà à quoi ressemblait. Et voilà à quoi ressemble encore beaucoup de dispositions. Hein, ici jamais, c'est des bateaux du Léman aujourd'hui. Quand vous allez voir une salle des machines, souvent maintenant les pistons cylindres ils sont mis horizontales, ils sont plus verticaux aussi. Simplement aussi pour des histoires aussi d'ergonomie et de positionnement du bateau. Et puis il y a toujours un cylindre qui est plus gros que l'autre ici, et c'est comme ça qu'on fait marcher les roues. Et ce genre de système, en tout cas roue et puis moteur compound, a été surtout utilisé sur les lacs et sur les rivières. En mer, très vite abandonné, au profit d'une autre chose dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, voilà, ça c'est encore un schéma appliqué sur un bateau du Léman, on voit le système de la chaudière qu'on ne voit jamais, mais qui est quand même une partie tellement imposante de ce genre de maquette. Si on devait mettre une chaudière à côté de celui-là, elle serait, imaginez la taille qu'elle devrait avoir pour que ça fonctionne sans arrêt. Et puis effectivement, on voit ici les 2 cylindres, tout le système de bielle bipolka comme ici, hein, qui est ici sur l'axe, et les roues à eau, en fait, elles sont là à l'extérieur. Voilà, donc un petit schéma qui est très intéressant, c'est aussi une super petite vidéo qui pourrait très bien expliquer le fonctionnement des bateaux du Léman aussi d'ailleurs, je trouve très génial, on ne va pas tout regarder. Et voilà, c'est exactement... Pardon. Les $1000, c'est un bateau du lac Léman. Voilà, et l'animation est super belle. Donc c'est vraiment typique voilà, de ce qui s'est construit à partir des années 1850, 60, la machine exactement, la machine que je vous ai montré tout à l'heure, les 2 pistons. Et puis les vilebrequins qui entraînent l'axe, l'arbre des voilà. Les machines diagonales, en effet, l'intérêt, c'est de ne pas dépasser le pont principal. Le pont, exactement. Entre deux, on a eu les machines à cylindre oscillant. Ah ouais, ça, j'ai pas parlé, parce que ça c'est un peu D'un port à l'autre. Ensuite, il y a eu sur les bateaux, en tout cas transatlantiques et les bateaux océaniques, les roues à eau, je vous ai expliqué pourquoi ça ne marchait plus. Et il y a eu quand même une chose qui a été absolument incroyable, on croit que c'est là depuis toujours, c'est l'hélice des bateaux. On croit que ça existe depuis des millénaires et des millénaires. En fait, non, elles ont au moins commencé à être utilisées très bien dans les années 1830, 1840. Jamais avant. C'est étonnant quand on pense comment une hélice est importante. Et au fait, c'est simplement mettre une vis d'Archimède à la fin d'un bateau,
Et la vis d'Archimède, si vous la faites tourner, ben c'est sûr qu'elle va s'enfoncer puis qu'elle va partir, hein, elle va quitter. Mais au fait, si vous mettez un écrou au bout, vous la maintenez en place, la vis d'Archimède, et au fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ben, c'est le bateau qui va partir dans l'autre sens. Donc c'est tout là, c'est tellement bête qu'on n'y ait pas pensé avant, quoi. Des fois c'est incroyable ce genre de choses. Et depuis qu'ils ont avancé ben, l'hélice, évidemment, après on a pris les machines beaucoup plus grandes, c'est un exemple très simple. Là ils n'ont même pas montré l'hélice, mais après on a des moteurs absolument colossaux ici. Et tout l'axe de transmission se fait ici, jusqu'à ce que ça sorte dans l'eau. Et puis juste la dernière chose que je vais vous montrer, la dernière image que je vais vous montrer, elle est très belle, c'est les hélices du Titanic. C'est absolument une œuvre d'art. Voilà, ça révolutionnait totalement la machine à vapeur. Donc là, il y a des machines à vapeur, il y a des turbines à vapeur déjà pour encore optimiser la production d'énergie puis la mécanique, mais vous voyez un petit peu la taille de ces pales, comment ils devaient les usiner, et je ne sais pas du tout comment ils faisaient ce genre de choses, s'ils les voulaient, comment ça a été fait, et ça reste vraiment une sacrée performance. Mais il fallait du tir en dos, ce qui nous manque dans le petit lac. Alors, ouais. Et l'intérêt de la roue à eau, c'est que justement, on a besoin de beaucoup moins de tir en dos. Et c'est pour ça que les bateaux de fleuve ou les bateaux de lac, dans des pays où, sur des plans d'eau où il n'y a pas beaucoup de profondeur, on peut quand même naviguer. Le Vevey, il y avait un projet de turbine à vapeur et donc d'hélice, mais quand ils ont calculé qu'ils ne pourraient probablement pas naviguer toute l'année sur l'entier du lac, ils sont restés au à eau. Et les manœuvres d'un bateau à eau sont beaucoup plus franches et plus simples à appréhender que les manœuvres avec des hélices. C'est des bateaux qui ne font pas de manœuvre, ils sont juste lancés en avant et puis on les remorque. Voilà. Donc voilà, ça c'était la partie générale. Alors maintenant je vais essayer de vous faire marcher cette machine. Vous attendez pas une grande performance, hein, elle fait du bruit, elle vibre un peu. Il faut juste pas que je me prenne les doigts dedans. Alors, désolé. La vapeur, l'air comprimé, c'est une solution à la fois qui est... Enfin là je parle plutôt en tant que responsable des collections du musée. C'est pas, sur ce genre de machine, c'est pas franchement recommandé non plus. Simplement parce qu'en fait, je vous ai dit hein, que ça marchait à super basse pression, ce genre de machine, que toutes les tuyauteries, les joints sont faits pour fonctionner à une pression très proche de la pression atmosphérique, et quand on marche à l'air comprimé, ben, on a forcément un tout petit peu plus. Donc, les vrais restaurateurs, les vrais conservateurs, ils vous diraient, ils ne feraient jamais un truc comme ça. Dans l'idéal, il faudrait brancher une machine, une pompe à vide à l'extrémité du condenseur, pour créer une espèce de vide. Mais bon, bref, on s'en sort plus. Quoi. Il faudrait une technologie incroyable pour faire marcher ce genre de machine. Celle-là, elle a une sacrée inertie. Celle-là, par exemple, elle est beaucoup plus facile à faire marcher parce que si vous entraînez le vélo d'entraînement, il y a tout qui vient, elle a d'une espèce de douceur, cette machine, elle est incroyable. Celle-là, on voit quand même, bon, cette machine, elle a été quand même construite en 1925, donnée à l'Institut de physique après, elle a été longtemps utilisée pour des démonstrations. Elle a été passablement massacrée au fil des années, je pense, parce qu'elle a dû servir à des sacrées démonstrations. Et puis là, elle marche, voilà, elle est un peu bancale. Mais voilà, donc je vais essayer de la faire marcher et on verra ce qui va se passer. D'abord, je le branche tout de suite. Je vais essayer de ne pas brancher le compresseur et on va voir ce qui va se passer. Voilà, c'est là.
Merci beaucoup. Merci au Musée d'Histoire des Sciences de nous avoir invités ce soir et de nous avoir sorti de cette collection ces deux machines. C'est quand même plus joli quand on voit les choses marcher que quand on les voit, même si c'est en film mieux fait, mais ça donne un côté émotionnel qui est beaucoup plus sympa. Je remercie M. Zuchois d'avoir fait cette présentation. Vous pouvez retrouver l'un de ses livres, parce qu'il a coécrit plusieurs, sur les bateaux du Léman au musée du Léman. Il faudra y aller. Je l'ai un peu esquinté, mais je vous en donnerai un autre. Un petit souvenir de votre passage chez Salon du Four. Merci. Et puis aussi, Maurice de Coppet m'a offert quelques livres que j'aimerais remettre. Alors, il y en a un à Madame la conservatrice, Monsieur le professeur Sol, merci. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous propose de rejoindre Michel au fond du couloir pour discuter.